Bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, dans le cadre des conférences Zoom des éconologistes, nous invitons l'auteur Jean-Christophe Duval. Jean-Christophe, vous avez 15 minutes pour vous présenter et nous présenter votre thèse. Ensuite, nous aurons 15 minutes de questions et réponses. À vous, Jean-Christophe. Bonjour, merci Cédric. Alors moi, je m'appelle Jean-Christophe Duval. Je suis auteur en sciences économiques. J'ai écrit quelques livres sur le propos et j'ai l'intuition qu'en fait, notre système monétaire est l'un des premiers responsables en fait de l'anthropocène, parce qu'en fait, nous avons un système monétaire qui est poussé par la dette et qui nous oblige donc à faire des choses assez extractives. Et donc voilà. Donc le but de ma thèse est de démontrer que si nous changions notre système monétaire, ça nous permettrait donc de réaliser des choses très très chouettes, comme par exemple la transition écologique, qui ne nous permet pas donc que notre système économique et financier actuel. Bien. Alors là, je vais commencer à démarrer donc 15 minutes mon propos. Hein. Donc je démarre, c'est parti, 15 minutes. Alors ma théorie, c'est une banque mondiale pour le climat. Bien. Alors je vais commencer cette entrevue par une question. Quelle est donc cette malédiction à faire des choses que nous ne devrions plus faire et qui nous empêche de faire des choses que nous devrions faire? Bien, en fait, la réponse à cette question, tout simplement, c'est notre système financier. En fait, nous devrions faire la transition écologique, mais comme notre modèle financier nous oblige à toujours une logique de rentabilité, on ne peut pas le faire parce qu'il faut bien comprendre que dans la transition écologique, il y a tout un tas de choses qui ne sont pas rentables, en fait. Donc, le but de cette présentation sera de démontrer qu'un nouveau système financier serait capable de faire ces choses. Bien. Alors déjà, je vais faire un constat sur le monde et je vais dire que tous les pays du monde ont actuellement les 4 mêmes problèmes, pratiquement tous, à des degrés plus ou moins divers. Tous les pays du monde sont extrêmement endettés, à la fois en dette publique et en dette privée. Tous les pays du monde ont énormément de chômage. Tous les pays du monde doivent faire la transition écologique sans passer par l'argent de l'impôt. Enfin, ils attendent après l'argent de l'impôt pour ça, mais en fait, c'est un piège. Je vais vous expliquer pourquoi. Et tous les pays du monde doivent arrêter la production de choses polluantes, comme par exemple l'obsolescence programmée et tout ce genre de choses. Bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit tout le temps que la transition écologique est si complexe à financer? Alors, je vais vous faire une métaphore que j'appelle la métaphore du bateau. En fait, c'est très simple à comprendre. Imaginons que je sois entrepreneur et que j'ai besoin d'argent pour financer mon projet. Je vais voir mon banquier, je lui dis bonjour monsieur le banquier, j'ai besoin d'argent pour financer mon projet. Et quel est votre projet, monsieur Duval? Là, je veux faire un bateau. Un bateau. Alors là, il y a 2 hypothèses. Est-ce que dans la première hypothèse, il s'agirait d'un bateau de pêche? Et dans la deuxième hypothèse, un bateau pour dépolluer les océans? Alors maintenant, la petite question qui tue, c'est quel projet sera financé et pourquoi? De toute évidence, le bateau de pêche. Pourquoi? Parce que le bateau de pêche est capable de fournir des actifs tangibles, en l'occurrence la pêche, le poisson. Donc, on a affaire ici à une économie d'extraction de ressources naturelles. C'est-à-dire que je vais pêcher du poisson, je vais en faire des barquettes chez Findus ou n'importe qui ailleurs, ça va me faire de la marchandise, cette marchandise, je vais la vendre, cette marchandise vendue va me faire un chiffre d'affaires qui va me permettre donc de rembourser ma dette. Chose qui est incapable de faire le navire de dépollution des océans, à moins bien entendu d'être subventionné, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Bien. On voit ici donc en fait qu'il y a un gros problème entre ce qui peut sembler essentiel et ce qui peut sembler rentable. C'est-à-dire que dans le cadre de la transition écologique, il y aurait énormément d'innovations à faire, mais le problème, c'est que ces innovations, une fois qu'elles passent à travers les filtres de la banque, de la finance, seules sont sélectionnées les choses qui sont rentables et les choses qui sont essentielles mais pas rentables sont éliminées de ce circuit-là. Pourtant, il y aurait beaucoup de choses à faire. Donc, ce qui me fait dire que tout ce qui est essentiel n'est pas nécessairement rentable, et tout ce qui est rentable n'est pas nécessairement essentiel. Toutes les choses qui sont essentielles mais pas rentables sont appelées des domaines dits improductifs, des domaines qui sont dits hors marché, parce que le marché ne s'intéresse qu'à des choses rentables. Et on peut dire ainsi que tout ce qui ne se compte pas, malheureusement, ne compte pas. Alors pourquoi la transition écologique est si complexe à financer? Parce que, en fait, la transition écologique est truffée de domaines qui sont semblables à cette histoire de bateau. C'est-à-dire ce sont des domaines qui ne sont pas rentables.
ou si on devait financer ça, ça serait extrêmement coûteux et le retour sur investissement serait de très, très, très long terme. Et comme notre système financier est un système court-termiste, rentier, spéculatif, ça ne fonctionne pas. Donc, on a besoin de faire quelque chose de complètement différent. Maintenant, je vais vous parler de ce qu'on appelle en fait l'entropie, la négantropie. Je vais faire très bref parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Autrement dit, l'entropie, c'est en fait, je vais engager une action à la nature qui va me faire avoir une plus-value, en fait, d'accord? Mais cette action, c'est souvent l'extraction, en fait, et cette extraction, ça va engendrer toutes sortes d'externalités négatives. Donc, on peut dire de façon assez générale que l'extraction va vous apporter de la plus-value, mais va engager des externalités négatives, toutes sortes de problèmes. En revanche, si je veux réparer les externalités négatives, ce qui va se passer, c'est que ça va me coûter ma plus-value et je vais perdre mon argent, en fait. On voit bien que le modèle économique actuel est parfaitement incapable de remédier à ça. D'accord? Bon. Maintenant, je vais faire un petit détour sur la façon dont l'argent est diffusé dans notre système économique. Les banques. Alors, on entend souvent parler maintenant de création monétaire ex nihilo. Et bon, peu de gens savent de quoi il en retourne, en fait. Il faut savoir que les banques ne prêtent pas l'argent des déposants. Les banques créent de l'argent au moment du crédit et vous prêtent de l'argent, en fait, qui n'existe pas. C'est ce qu'on appelle la création monétaire ex nihilo. D'accord? Bien. Alors, je vais donc citer la fameuse phrase de Schumpeter, hein, ce ne sont pas les dépôts qui sont nécessaires au crédit, ce sont les crédits qui font les dépôts. Bien. Alors, dans un premier temps, on pourrait trouver ça scandaleux, mais après réflexion, on peut trouver ce système assez pertinent. Il y a simplement 3 questions qui sont à se poser. Qui a l'autorité de faire ça? Est-ce que ce sont des banques commerciales ou autre chose? Quand elles font ça, est-ce que c'est sous l'égide d'une dette ou d'un don? Et la troisième question, si c'est une dette, quelles conséquences? Si c'est un don, quelles conséquences? Bien. Alors, ce que je viens de vous expliquer là, c'est en gros ce que l'on appelle la théorie endogène de la monnaie, c'est-à-dire une économie monétaire de production à monnaie dette endogène. Bon, alors ça, c'est un bien grand mot qui fait un petit peu peur, mais en fait, c'est très simple à comprendre. Ça veut dire qu'en fait, on va créer de la monnaie qui n'existe pas, de sorte à ce que réalise des projets qui n'existent pas encore. Le problème, c'est que c'est ambivalent, c'est à double tranchant. Comme je viens de vous le dire, on va créer de la monnaie qui n'existe pas pour que des projets qui n'existent pas encore puissent se réaliser, d'accord, grâce à la création monétaire. Bien. Ça, c'est le côté sympathique. Mais maintenant, le côté qui est beaucoup plus dramatique, c'est qu'en fin de compte, on va s'obliger à creuser des trous de plus en plus profonds dans la nature pour rembourser des trous de plus en plus gros sur nos feuilles de comptabilité. Et ça, c'est vraiment dramatique. Et comment ça marche, en fait? Il faut dire que dans ce système, après analyse, on comprend que le désendettement des uns ne peut se faire que grâce à l'endettement des autres. Le piège est là. C'est-à-dire que je vais faire un projet qui sera donc rentable, donc extractif. Je vais produire de la marchandise par le fruit de mon extraction, en fait. Je vais revendre cette marchandise, ça va faire un chiffre d'affaires qui va me permettre de me désendetter. Mais je vais devoir vendre à un agent B le fruit de ma production, d'accord? Et l'agent B va, lui, s'endetter pour m'acheter le fruit de ma production. Et l'agent B va se désendetter, lui, à son tour, de sorte à, en fait, il va devoir produire de la marchandise pour vendre cette marchandise à un agent C qui s'endettera à son tour pour désendetter l'agent D, enfin, pour désendetter l'agent B, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on s'aperçoit qu'en fin de compte, cette histoire de dette est une sorte de roulement de dette d'agent en agent, où les gens doivent pratiquer l'extraction de ressources naturelles, de sorte à produire de la marchandise qui leur permettra de se désendetter à tour de rôle. D'accord? Alors tout ça, ça serait très très sympathique si entre-temps il n'y avait pas dans ce schéma-là, il n'y avait pas la plus-value et l'usure. Alors l'usure, c'est l'intérêt de la banque. C'est-à-dire que quand une banque vous prête de l'argent, vous devez lui rendre plus. C'est-à-dire c'est ce que la banque va gagner, hein, c'est-à-dire l'intérêt bancaire. Et aussi, votre entreprise, il faut bien qu'elle fasse de la plus-value, c'est-à-dire la marge bénéficiaire de l'entreprise. Ce qui nous fait dire qu'en fin de compte, d'agent en agent, il va falloir qu'on vende plus à chaque agent, de sorte à pouvoir se désendetter. Donc, en fin de compte, on voit que dans cette vague de endettement, extraction, désendettement, endettement, extraction, désendettement, entraînement, désendettement, en fait, c'est une vague qui devient nécessairement de plus en plus haute. D'accord? Ce qui me fait dire, en fait, que on doit creuser des trous de plus en plus profonds dans la nature pour rembourser en fait des trous de plus en plus gros sur nos feuilles de comptabilité. Et donc, en fin de compte, on peut on peut déduire de ça que, en fait, on est tombé dans un piège de la comptabilité où on a créé
beaucoup plus de monnaie sous forme de dette que ce que le magasin, en l'occurrence la planète Terre, peut vous vendre en fait. D'accord? Il faut savoir que l'endettement mondial total, à la fois les dettes publiques et privées, c'est 250 000 milliards de dollars. Okay, si on fait la somme de tout. Et le PIB de la planète, c'est 80 000 milliards de dollars. Autrement dit, on a créé un porte-monnaie qui est 3 fois plus gros que ce que le magasin peut vous vendre. Alors, vous allez me dire, on ne calcule pas les choses comme ça. Il y a le facteur temps, il y a le facteur extraction et tout ça qui mettront du temps à se régénérer et toutes ces choses-là. Mais si, par exemple, on dresse un bilan comme ça, en fait, le bilan est tel qu'en fait, le porte-monnaie est 3 fois plus gros que le magasin. D'accord? Il faut bien comprendre que cette monnaie que l'on a créée, c'est de la dette. Ce qui veut dire que c'est forcément une monnaie qui ne sera en rien utilisée à la transition écologique. C'est une monnaie qui nécessairement va appeler à de l'extraction de sorte à être remboursée. Autrement dit, on va faire des trous dans la planète à hauteur de 250 000 milliards dans une planète dont la valeur est de 80 000 milliards. Vous comprenez ce piège de la comptabilité dans lequel on est tombé. Bien. Bon, alors ça, c'est toujours très, très discutable, hein, mais bon, le dilemme est tant que, on a créé plus de dettes que ce que la planète peut faire, et d'autant plus que, dans le constat actuel, que le capitalisme ne sait plus quoi inventer aujourd'hui, qu'il en invente du bluff. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne sait plus quoi inventer pour faire tenir le modèle. L'obsolescence programmée en est la parfaite illustration. C'est-à-dire que aujourd'hui, le modèle capitaliste ne peut plus tenir autrement que par sa faculté de produire du bluff. C'est ce que je constate. Et c'est ce que je tente de démontrer dans mon livre La crise de l'utilité. On crée du bluff pour faire perdurer le modèle. Et ce bluff, en l'occurrence, par exemple, entre autres, l'obsolescence programmée, l'avantage que ça aura, c'est de donner du travail à des hommes, du rendement financier à la finance, et de maintenir en place un ordre social dans toute sa structure. Et rien ne changera. Bien. Alors, la solution que moi, je porte, il faut bien comprendre, hein, quand on voit tout ça, c'est que, en fait, une dette, c'est de l'extraction à rebours. Hein. Chaque fois qu'une banque émet de la dette, c'est une extraction à rebours. Bien. Alors, la solution que moi, je porte, en fait, c'est de créer une banque mondiale pour le climat. Alors, comme son nom l'indique, c'est une banque qui aurait la prérogative, enfin qui aurait la mission, de faire réaliser la transition écologique, et elle aurait une prérogative, c'est de créer de la monnaie, d'accord? Sauf que cette banque ne créerait pas de la monnaie sous l'égide d'une dette, mais sous l'égide d'un don monétaire. Ce qui veut dire qu'en fait, on pourrait utiliser cette monnaie à dessein de la transition écologique pour financer des projets de la transition écologique. Et ce qu'il faut dire, en fait, c'est que cette monnaie, au moment de sa création, en fait, elle appartient à personne. Ce qui veut dire que personne n'aura à la perdre si on la dépense à fond perdu dans des projets insolvables, comme par exemple la transition écologique. C'est l'avantage. Ce qui veut dire qu'en fait, vous vous rappelez de cette fameuse vague de dettes, endettement, désendettement, extraction, endettement, extraction, désendettement, ainsi de suite, ainsi de suite. Eh bien, en fait, cette monnaie don, métaphoriquement, c'est comme si on mettait une sorte d'interrupteur à un moment donné sur cette vague. Et cette vague, enfin cet interrupteur sur cette vague, nous permettrait de boucher les trous de avant sans être obligé de creuser des nouveaux trous après. C'est l'idée. C'est-à-dire qu'on boucherait les trous des dettes, c'est-à-dire les trous sur nos feuilles de comptabilité. Et comme cette monnaie n'est pas une dette mais un don, on ne doit pas la rembourser. Donc, comme le remboursement ne peut se faire que par l'extraction, ici, il n'y a pas de remboursement, donc il n'y a pas de trou à faire. Vous comprenez l'idée? Donc, en fait, c'est en gros une sorte de stratagème de la comptabilité qui permettrait, en fin de compte, d'évacuer de la dette par du don. Et donc, en fait, il s'agit ici non pas d'une annulation de la dette, mais de solder la dette. Alors, quand par exemple on voit certains livres comme celui d'Alain Grandjean, en l'occurrence, et de Nicolas Dufresne, et ce livre a fait un certain bruit, mais ce livre porte aussi l'idée que je porte. Hein, mais malheureusement, on n'en a pas beaucoup parlé et on s'est surtout arrêté sur l'idée de annuler la dette. Alors forcément, intellectuellement et culturellement et moralement, annuler la dette, ça veut dire qu'en fin de compte, les obligataires ne vont pas retrouver leur mise de départ. Alors qu'avec la méthode que je propose, oui. C'est-à-dire que cette monnaie de don va ruisseler sur l'économie et va permettre donc de solder les trous de la dette. Et donc, en fait, on solde la dette. On ne l'annule pas, on la solde. C'est pas pareil. Donc déjà, intellectuellement, c'est déjà beaucoup plus supportable. D'accord? Alors, je vais revenir à ma fameuse... les quatre grands problèmes du monde, en fait. Hein. La dette, le fait que les gens soient au chômage,
qu'on doit réaliser la transition écologique et qu'on doit arrêter de produire des choses polluantes à obsolescence programmée qui ne sont pas forcément utiles, en fait. Eh bien, en fin de compte, cette Banque mondiale pour le climat aurait la faculté de résoudre ces 4 problèmes. C'est-à-dire qu'on remet les gens au travail, c'est-à-dire que cette Banque mondiale pour le climat créerait le chiffre d'affaires d'entreprises dédiées à la transition écologique. Donc, en fait, on crée des entreprises, des vocations, des professions qui vont faire la transition écologique et cette Banque mondiale pour le climat les paye pour ça, en fait. Bien. Donc, on remet des gens au travail dans ces domaines-là. Ensuite, par ruissellement monétaire, comme je l'ai expliqué, la monnaie don solde les trous de la dette, c'est à espérer, d'accord, par une sorte de ruissellement monétaire, la fable de la Dame de Condé et tout ça, que vous connaissez, je pense. Ensuite, eh ben, on réalise la transition écologique sans nécessairement attendre après l'argent de l'impôt, d'accord, parce que la transition est urgente et essentielle, et on doit la faire en trouvant une autre méthode que celle habituellement connue, hein. Donc voilà. Et il est à espérer aussi des transferts sociaux depuis des activités que je qualifierais de bullshit, en fait, vers les activités réelles beaucoup plus pertinentes. Comme par exemple, on arrête l'obsolescence programmée parce que ça ne sert pas à grand-chose et c'est pas forcément très, très utile. Excusez-moi. Bon, bah écoutez, ben voilà, je suis arrivé à la fin de ma présentation. Merci donc de m'avoir écouté. Et donc vient le moment des questions. Merci Jean-Christophe pour cette présentation que j'ai trouvée très claire. En effet, maintenant, nous allons passer aux questions. Tout à fait. Donc maintenant, on va passer aux questions. Fabien, tu avais une question à poser à Jean-Christophe. Oui, donc ma question, c'est, tu as parlé de création par le don monétaire. Et donc, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe après ce don? Qu'est-ce qui se passe de la masse monétaire qui a été créée quand elle se retrouve dans l'économie? Alors, comme je l'ai dit dans ma présentation, cette monnaie de don va en gros effacer la dette. Je vais faire une analogie avec le commerce international. Imaginons que je sois l'Allemagne et que je vende des voitures de luxe à l'étranger. Il faut comprendre que le chiffre d'affaires de mes voitures de luxe va me permettre de solder mes dettes à l'interne. D'accord ? Ça, c'est quelque chose qu'arrive à faire l'Allemagne, mais ce n'est pas quelque chose qu'arrive à faire, par exemple, des pays du style l'Espagne, le Portugal, l'Italie ou la Grèce. D'accord ? L'Allemagne arrive à faire ça parce que sa balance est excédentaire, tandis que la balance des autres pays est déficitaire. Donc, il est à supposer que ce chiffre d'affaires venant d'un pays extérieur, imaginons en fait, c'est une métaphore, mais imaginons que cette Banque mondiale pour le climat, ce serait comme une sorte de pays virtuel en fait. Un pays qui n'existe pas, mais qui serait en gros une sorte de pays créé ex nihilo. Sauf que la différence de l'Allemagne, ce pays, vous ne lui vendriez pas des voitures de luxe, vous lui vendriez des prestations pour le climat. Et elle vous donnerait votre chiffre d'affaires pour ça. En gros, c'est ça l'idée. Donc, en gros, ce chiffre d'affaires venant de l'extérieur permettra de solder vos dettes à l'intérieur. C'est la logique de la chose, en fait. Si ça répond à ta question, Fabien. Parfait. Alors, Philippe du Québec, tu avais une question pour Jean-Christophe. Oui, je suis très séduit par la proposition. Cela dit, il y a des effets cachés que je voudrais comprendre. Moi, je vois dans ce projet, proposition, le risque de ce que j'appelle le pompier incendiaire, c'est-à-dire qu'on rajoute à l'activité économique traditionnelle une nouvelle activité orientée sur quelque chose de bénéfique, mais où la justification de l'activité ne tient que par les préjudices de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut en fin de compte booster l'activité globale pour trouver les moyens, ou du moins on va avoir une activité qui va s'additionner à la précédente et qui rend l'objectif de régénération du vivant hypothétique. Bon, alors il faut savoir que la transition écologique, d'après l'Institut international pour l'énergie, va coûter quelque chose comme 80 000 milliards de dollars. Bon, et encore plus si on attend. Donc il faut comprendre qu'en fait, on va injecter avec le temps, bon, évidemment, ça ne va pas se faire comme ça d'un seul coup, hein, peu à peu, de la monnaie
dons et pas dette, à hauteur de 80 000 milliards, bon, ça peut se faire, par exemple, je sais pas, sur 30 ou 40 ans, par exemple. Et donc, en fin de compte, cette monnaie, on va en injecter, par exemple, 5 000 milliards de dollars par an à l'échelle de la planète entière. Okay, et donc, si on peut parler éventuellement d'inflation, on pourra éventuellement contenir l'inflation par l'effet de doser cette émission de monnaie de façon douce et sans que ça crée nécessairement une hyperinflation, comme le redoutent les tenants de la théorie quantitative. Bon. Maintenant, dire que cette monnaie, en gros, c'est un peu ce que tu dis là, Philippe, c'est un peu ce que j'appelle le dilemme de ma solution. C'est-à-dire, en gros, on va créer encore plus de monnaie dans l'économie. Alors, oui, mais non. Cette monnaie, étant donné qu'elle est fléchée à dessein de la transition écologique, déjà, elle aura la particularité de faire ce que la monnaie dette ne fait pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la dette se destine à de l'extraction. Seul moyen de rembourser la dette. Ici, cette monnaie se destine donc par essence à la réparation, en fait. Donc, elle va faire quelque chose que la dette ne fait pas. Et bon, néanmoins, tu as raison de dire que ça va faire de la monnaie en plus. Alors, peut-être qu'on pourrait s'orienter vers des solutions qui nous ont été proposées par nos amis de chez Ex Naturae, que je salue au passage. Peut-être éventuellement que cette monnaie, qui serait devenue une sorte de monnaie permanente dans l'économie, peut-être que nous devrions mettre en place un système de fonte sur cette monnaie, éventuellement. C'est quelque chose qui est à envisager. Parce que vous l'avez compris, ce qui manque à cette monnaie don, c'est la loi du reflux, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'une banque prête de la monnaie à une entreprise, lorsque cette entreprise lui rend cette monnaie, la banque détruit la monnaie. D'accord ? Et là, dans ce système du don, la monnaie n'est pas détruite. Le problème peut se situer sur ce plan-là. Peut-être que la façon de détruire cette monnaie, parce que la théorie du reflux, enfin la loi du reflux ici est inexistante, peut-être que ce serait justement une fonte éventuellement sur l'épargne ou un impôt, un peu à la façon de la MMT, par exemple. C'est à étudier. D'accord, merci Jean-Christophe. André de Belgique, je crois que tu avais une question pour Jean-Christophe. Oui, merci Jean-Christophe pour ce brillant exposé. J'ai une question à laquelle tu as déjà répondu partiellement, c'est la question de la conditionnalité du don. Donc, si j'ai bien compris, pour qu'un pays reçoive le don, il doit remplir une condition qui est d'affecter la somme exclusivement à des objectifs sociaux ou environnementaux. C'est bien ça, si Oui, j'ai bien compris? c'est en quelque sorte ça, oui. En fait, je passais même pas par l'intermédiaire des pays, des nations, des gouvernements. Je passais carrément des appels d'offres directement à des entreprises qui viendraient en fait de tous les pays, en fait. Et cette monnaie don serait le chiffre d'affaires de ces entreprises, sans nécessairement passer par l'intermédiaire des gouvernements. Hein. Et donc, bon, la conditionnalité, oui, ce serait des projets soit sociaux, soit environnementaux. Oui, effectivement. Oui. Donc, cette monnaie, c'est un don, oui, mais un don soumis à condition. Ça répond à ta question. Parfait. Stéphanie de New York, tu avais une question pour Jean-Christophe. Oui, merci Jean-Christophe. Alors, sur quel système est basé le don et comment est-ce qu'il est géré? Ça veut dire blockchain ou Internet ou comment? D'accord. Alors, justement, c'est une excellente question parce que j'aimerais revenir sur les idées de Keynes qu'il a présentées à Bretton Woods en 1944. Keynes avait proposé l'idée du Bancor. Et les Américains, qui étaient les grands gagnants de la guerre et qui étaient possesseurs des 2/3 des réserves d'or du monde, ont imposé l'étalon or adossé au dollar, enfin le dollar adossé à l'étalon or, parce que les Américains étaient les grands gagnants de la guerre. Bon. Donc, en fait, les idées de Keynes ont été mises de côté, mais néanmoins, je pense qu'il est pertinent de remettre ça sur la table et ça pourrait être une très, très bonne idée. Imaginons que cette émission de monnaie soit une monnaie supranationale, comme le Bancor de Keynes, et que cette monnaie soit une crypto. Par exemple, on pourrait inventer l'idée d'une crypto Bancor pour plus d'assurance. Peut-être que ça rassurerait les gens, les marchés, que ce soit une monnaie qui soit adossée sur rien. Ce ne serait pas du Bitcoin, ce serait donc, entre guillemets, une fiat Bitcoin. Fiat qu'il en soit ainsi, d'une certaine manière.
Bon, et l'idée, en fait, et là, on pourrait faire d'une pierre multiples coups, en fait. Déjà, on résout les 4 problèmes que nous avions, et on peut en résoudre encore 2. C'est-à-dire que cette monnaie supranationale servirait donc, en fait, de chambre de compensation pour les échanges internationaux, évitant donc ce qu'on appelle le dilemme de Triffin. Bon. Aussi, cette monnaie pourrait, pour éviter aussi un problème d'inflation en amont, on pourrait dire que cette monnaie serve de réserve obligatoire, de monnaie de base monétaire, bon, ce qu'on appelle la base monétaire, l'agrégat monétaire M0, d'accord, auprès des banques commerciales, pour qu'elles émettent de la monnaie, cette fois dette. Okay, donc, il y aurait des conventions comme ça, de sorte à ce que les banques fonctionnent de cette manière et contrôler l'inflation, je dirais, en amont. Et à mesure que augmenterait l'émission de monnaie don, donc en fait, on augmente les réserves obligatoires et on augmente le taux de réserve obligatoire. Ce qui fait qu'on baisse en même temps, mathématiquement, l'émission de monnaie dette. Donc, a priori, on peut éventuellement contrôler l'inflation par le biais de ce biais. Donc, en fait, cette monnaie aurait encore 2 fonctions, celle de servir de base, enfin de base monétaire pour l'émission de monnaie dette, hein, donc M0, la base monétaire pour prêter de la masse monétaire M1 en monnaie dette, et elle servirait aussi de chambre de compensation pour les échanges internationaux. Elle pourrait avoir 2 fonctions. Ça reste à étudier, hein, d'accord? Si ça répond à ta question, Stéphanie. Merci. Donc, Yann de Suisse, tu avais une question. Oui, il me semble un point qui n'a pas été abordé, c'est la question de la gouvernance, en fait, et des enjeux politiques forts autour de cette proposition, et du montage institutionnel qui permettrait, en fait, de canaliser cette monnaie de manière pertinente pour l'intérêt général. Alors, il y a une réponse à ça. La question de la gouvernance est encore à définir. C'est vrai que ça va être la question, je dirais, la plus ennuyeuse peut-être, la plus pointue. Bon, néanmoins, il y a quelque chose il y a mon petit doigt qui me dit que, en fait, c'est le moment de faire quelque chose comme ça, parce que bon, bah, tous les pays du monde ont exactement le même problème, et que de toute façon, une institution de tel niveau, ça s'est déjà vu dans le monde entier le siècle dernier. Le siècle dernier, on a eu plein d'accords de ce style, la création de l'ONU, les accords de Jamaïque, les accords de Bretton Woods, la création du FMI, la création de la Banque mondiale, la création de la BAI. Bon, toutes ces choses-là, ce sont les pays qui se rassemblent autour d'une table, qui disent, bon, voilà, on a un problème, on fait quoi? Soit on fait les fous, on fait comme toujours ce qu'on sait faire, je dirais la réaction épidermique, on appuie sur le bouton et on fait la guerre, soit on devient intelligent et on trouve une solution tous ensemble qui tente d'arranger tout le monde et qui ne frustre personne. Donc je pense que vraiment le contexte actuel mondial s'y prête favorablement à ça. Donc je dirais simplement que tout le monde se mette d'accord et on peut résoudre les problèmes tous ensemble. Maintenant, il est vrai bon, que la question de la gouvernance, bon, je vois ça en une sorte de démocratie avec un collège de gens de toutes les nations. Bon, mais il est très clair qu'il faut éviter les problèmes qu'on connaît, bon, les problèmes de corruption, les problèmes de république des copinages, les problèmes de réseau d'influence. Toutes ces choses-là sont des problèmes qu'on connaît, qu'on a déjà vécu dans nos propres pays. Et il est évident qu'il ne faut pas réinventer une espèce de grosse nomenclatura de magouille au profit de certains et au détriment des autres. Il est très clair que la question de la gouvernance sera une question majeure. Merci beaucoup. Donc, merci Jean-Christophe. Donc, à mon tour de te poser une dernière question. Donc, moi, je suis Cédric du Québec. Ma question est la suivante. La dette, c'est du pouvoir. Le système que tu as présenté annulerait en grande partie les dettes et donc annulerait ce pouvoir. Ça veut dire une remise en cause totale des jeux de pouvoir. Penses-tu que les gens qui détiennent du pouvoir actuellement par la dette laisseraient faire un tel système? Penses-tu qu'on puisse implémenter un tel système tout en préservant la paix sociale? Merci de cette question, Cédric, qui est une question bien, entre guillemets, qui comporte certains éléments pointilleux, piquants, je dirais. Alors, il est vrai que la dette, c'est le pouvoir. En fait, si les gens émettent de la dette, c'est simplement pour maintenir, je dirais, un ordre basé sur la servitude, le travail, l'ordre moral, et puis
Bon, alors, il faut comprendre néanmoins que cette dette, hein, c'est nécessairement de l'extraction, comme je l'ai dit. Une dette, c'est une extraction à rebours. Et même les gens qui ont le pouvoir actuellement doivent bien comprendre que leur pouvoir est bien fragile dans un contexte où tout s'effondrera, et même eux, si on continue comme ça. Dorénavant, il faut apprendre à devenir sage. Et quand bien même les gens qui sont au pouvoir, ceux que tu sembles désigner comme étant le sommet de la pyramide, hein, d'une certaine manière, et il faut que ces gens-là comprennent que ce système-là est fini. Qu'au nom de cette servitude absurde, au nom de la dette, les hommes s'obligent donc à une servitude complètement à faire des choses à obsolescence programmée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le capitalisme actuel ne tient sa survie qu'en sa capacité à produire du bluff. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et dorénavant, il faut comprendre ça et de dire que le travail serait bien plus pertinent il aurait beaucoup plus de sens si les hommes œuvraient dans la transition écologique que de continuer à produire du bluff au nom de la dette et de la rentabilité. Et que tout ça, ce jeu de pouvoir par la dette, on condamne les hommes donc à la servitude et on condamne la planète à l'extraction éternelle. Et il faut comprendre ça. Alors, soit ces hommes dont tu parles deviennent un peu plus sages, un peu plus raisonnés, soit je ne sais pas ce qui se passe. Merci pour cette réponse claire et franche. Je ne peux pas répondre plus que ça. Non, mais merci beaucoup de cette franchise et de cette honnêteté intellectuelle. Et donc, tout cela clôt cette période de questions et cette conférence avec Jean-Christophe Duval des éconologistes. Au plaisir de vous retrouver à une prochaine entrevue. Bonne soirée, au revoir. C'était un plaisir, au revoir.